Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il est avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur à notre émission et il écrit également dans le journal Métro. Frédéric Bérard, salut. Oui, t'as oublié touriste au Saguenay à l'occasion. Tourisme, c'est une belle visite encore une fois. On a bien apprécié les auditeurs, les gens qui sont venus participer à cette activité au Bouquiniste. Et c'est drôle parce que lors de tes prises de parole, de réponse, souvent tu nous mentionnais le dossier de l'avortement aux États-Unis en disant qu'il faut faire attention, il n'y a pas de mur qui nous protège ici au Canada. Et tiens, la Chambre des communes qui a débattu hier d'un projet de loi d'initiative parlementaire d'une députée conservatrice sur la violence envers les femmes enceintes, et ça pourrait peut-être rebondir dans le dossier de l'avortement. Explique-nous qu'est-ce qu'ils veulent apporter les conservateurs. Oui, ben, tu as raison de le redire. Hein. Il faut être absolument prudent en rapport à ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a une interconnexion qui est parfois peut-être un peu, comment je dirais, minime, mais qui est quand même bien réelle et elle ne peut que gagner du terrain. Puis on l'a vu hier dans le dépôt de ce projet de loi-là d'une députée conservatrice. Au final, quand on regarde ça, ça nous dit quoi? À première vue, on dit, OK, bon, il n'y a rien là, on veut simplement protéger davantage les femmes enceintes. Oui, mais pourquoi? La réalité, c'est qu'on rediscute indirectement dans le projet de loi du caractère juridique du fœtus. Or, si on parle du statut juridique du fœtus, c'est la meilleure façon de ramener le débat sur l'avortement par la porte d'en arrière, parce que nécessairement, c'était justement ces discussions-là qui avaient lieu à l'époque dans les jurisprudences de la Cour suprême du Canada, dans Morgan Taylor et dans Daigle contre Tremblay. Donc, en d'autres termes, on viendrait de manière, comment je pourrais dire, subrettiste, réintégrer cette discussion-là dans la sphère publique. Et je terminerai en disant ceci. Pierre Poilievre a dit « Je ne vais pas rouvrir le débat sur l'avortement ». Ça, c'est vrai. Mais il a aussi dit très clairement par contre, s'il y a un projet de loi qui est déposé à la Chambre des communes, je permettrai à mes députés conservateurs un vote libre. Et qu'est-ce qu'un vote libre? C'est qu'il n'y a pas de ligne de parti, donc les députés votent selon leur âme et conscience. Alors là, on aurait un exemple ici. On rappelle qu'on est dans un gouvernement minoritaire, mais donne-nous un exemple concret. Okay? Imaginons, là, c'est hypothétique. Imaginons que ce projet de loi-là passe, qui est accepté. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Parce que là, tu nous as mentionné Morgan Taylor, la décision de Chantal Daigle. Si jamais ce projet de loi sur la violence envers les femmes enceintes et le statut du fœtus passe, un exemple concret, comment ça pourrait changer? Bien, directement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le législateur fédéral reconnaît au fœtus des droits, ce qui n'avait pas été confirmé ni dans Morgan Taylor, ni dans Daigle contre Tremblay. Pourquoi? Parce qu'on a préféré protéger, notamment dans Morgan Taylor, le droit à la sécurité physique et psychologique de la femme. Donc, si demain matin, le législateur fédéral te dit « Non, mais un instant, le fœtus a un caractère juridique, donc a des droits. » Mais si vous avez des droits comme fœtus, par définition, avorter un fœtus ferait donc en sorte de mettre à mal une personne qui n'est pas encore née, mais qui existe et qui a un certain statut juridique. Donc, comme je l'expliquais, on ramène par derrière ce débat-là très clairement, parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, toi et moi, le fœtus n'a pas de statut juridique. Mais qui pourrait se tourner vers les tribunaux? Parce que si quelqu'un veut se faire avorter, qui pourrait bloquer ça, à ton avis? Des groupes de pression, des personnes comme ça ou quoi? Ben là, c'est parce qu'à ce moment, c'est parce que, comme je l'expliquais, le débat rentre un peu par la porte d'en arrière. Hein? Évidemment, nous, on se dit, ah ben oui, mais là, si la femme est enceinte, ok, moi, je suis d'accord pour la protéger, mais c'est parce qu'il va arriver demain matin, peut-être pas demain matin, mais peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, j'en sais rien, quelqu'un qui va dire, oui, mais un instant, moi, je conteste le fait par un jugement déclaratoire, ce serait probablement la procédure appropriée. On demande à la Cour de déclarer quelque chose. Je demande à la Cour de déclarer, conformément à ce que déjà décidé le législateur fédéral, le fœtus a la capacité juridique et comme il a la capacité juridique, je demande à la Cour de déclarer l'avortement comme étant une pratique qui va à l'encontre justement de cette porte et puis ainsi de suite. Donc, on verra, ça a été déposé hier, débattu. On rappelle que c'est un projet de loi.
des conservateurs qui sont encore minoritaires, mais on surveillera attentivement ce que ça pourrait donner comme tentative. Bon, restons fédéral, Frédéric, parce que le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé que les cibles d'immigration seront graduellement relevées jusqu'à atteindre 500 000 immigrants en 2025. On a également des visées à long terme pour grossir la population canadienne. Et là, ça suscite de l'inquiétude au Québec, notamment avec des cibles assez élevées en immigration. Est-ce que ces inquiétudes sont justifiées? Ben, écoute, c'est certain que comme peuple francophone, par définition minoritaire en Amérique, notamment au Canada, moi, je comprends l'espèce d'insécurité et de vigilance. Ça me va parfaitement. Ce que j'aime moins, par contre, c'est quand on torsionne des faits ou quand on en ignore d'autres. Hein. La question immigrante est pas nouvelle. Si on regarde, par exemple, les chiffres, je les ai sortis, en fait, ce sont les chiffres du gouvernement du Québec, pas les miens. En 1913-1914, Frédéric, tu le croiras peut-être pas, mais le Québec accueillait plus d'immigrants qu'il ne le fait aujourd'hui en 2023. On parlait de plus de 80 000 immigrants par année, alors que les Québécois formaient à peine, je pense qu'on était quelque chose comme 1 million quelques 100 000. En d'autres termes, la proportion d'immigrants reçus il y a 100 ans était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Or, la réalité, c'est quoi? C'est que ces immigrants-là, on les a intégrés. Ces immigrants-là ont appris le français. Puis là, il y en a qui m'écoutent et disent « Non, mais moi, je suis allé à Montréal. » Oui, ça, je comprends. Les immigrants de première génération, parfois, ça prend un certain temps. Mais faut pas oublier que maintenant, en plus de ça, ce qui n'était pas le cas en 1913-1914, nous avons la loi 101, maintenant la loi 96, qui oblige les immigrants à envoyer leurs enfants à l'école en français. Ce qui fait donc que quoi? Que moi, je comprends donc cette espèce d'insécurité qui est tout à fait légitime, mais reste que, à ce que je sache, on s'est plutôt bien débrouillé. Puis ceux qui nous disent on est en train de se faire assimiler, c'était le même discours il y a 100 ans. Or, il y a 100 ans, justement, on était à peine 1 million de francophones au Québec. Aujourd'hui, nous sommes rendus 7,5 millions. Donc, côté assimilation, c'est quand même pas si mal. Est-ce que c'est possible d'avoir un débat, on va dire, modéré et ne pas tomber dans la démagogie, dans les accusations de racisme, de xénophobie, de part et d'autre, là, je parle, parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle d'immigration, ça part rapidement en vrille. Oui, non, mais ça tu as tout à fait raison. Et tu vois, le Parti québécois de Jean-François Lisée, à l'époque, pendant la campagne de 2018, si je ne fais pas erreur, avait proposé une mesure, une solution pour moi qui réglerait une partie de ces problèmes-là, c'est-à-dire de créer un organisme indépendant donc de l'Assemblée nationale, indépendant du gouvernement, on en a plein des organismes comme ceux-là, qui seraient capables de juger quel est le nombre d'immigrants idéal que le Québec devrait accueillir à chaque année. Et ça, pour moi, c'est une proposition qui est intelligente, qui est légitime. Pourquoi je dis ça? Parce que actuellement, malheureusement, les questions d'immigration sont instrumentalisées. Souvent, on a l'impression de part et d'autre. Hein? On casse du sucre, les immigrants s'en viennent ici, c'est dangereux, on va être assimilés, je le répète. Et de l'autre côté, ben, on lance des épithètes de style raciste et tout. Mais parfois, il y a du racisme et parfois, il y a de la xénophobie. Donc, d'avoir cette espèce d'organisme indépendant qui puisse nous dire, un instant là, le Québec, compte tenu de notre économie, compte tenu des besoins en matière de main-d'œuvre, compte tenu de notre capacité d'intégration en matière linguistique et ainsi de suite, nous devrions cette année accueillir 40 000, 50 000, 80 000, 100 000, j'en sais rien, plutôt que de laisser ça aux politiciens et aux médias qui balancent souvent, malheureusement, n'importe quoi dans la sphère publique. On a 2 minutes pour terminer sur un troisième sujet avec une seule question toute simple, mais tellement riche en développement, Frédéric Bérard. Comment on pourrait décrire la relation en 2023 entre le Canada et la Chine? OK, il restait 2 minutes, il y a de ça 30 secondes, hein, donc faut que je fasse vite. Moi, la Chine, c'est le joueur mondial par excellence. Hein, c'est elle qui tient la Russie à bout de bras depuis l'Ukraine. Tout le monde craint la Chine à très juste titre parce que c'est devenu une puissance militaire, le côté infanterie. C'est une puissance économique. C'est une puissance politique. Et la relation Canada-Chine s'est dégradée de ces dernières années. Là, on peut penser facilement à l'histoire des deux Michael. On peut penser aussi à toutes les fois où le Canada a servi un peu de porteur de valise pour les États-Unis pour faire le job sale, comme on dit. La réalité, c'est qu'on est dans une situation, je crois, qui est pratiquement impossible pour le premier ministre du Canada. Tu sais, c'est facile d'aller dire « Ah oui, mais allez parler des droits de l'homme en Chine ou expulsons des diplomates chinois au Canada, comme ça a été fait d'ailleurs il y a quelques jours. »
Mais c'est parce que les répercussions sont énormes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut y aller avec nos principes, nos valeurs, mais compte tenu des conséquences qui peuvent nous affubler quand on se met à dos un géant comme celui-là, je pense que ça mérite au moins réflexion. Une affaire qui est sûre, c'est que j'aimerais pas être dans les souliers de Justin Trudeau, notamment dans ce dossier-là. À suivre encore une fois sur le plan de la politique, diplomatie internationale. Frédéric Bérard, merci beaucoup. Comme d'habitude, on se reparle mercredi prochain. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut, il est 8h26.